Notre journal L'Impertinent a produit plusieurs articles et nous avons réalisé 3 émissions sur Radio Galère, rappelant que si les catholiques peuvent, grâce à la loi 1905, recevoir leur chef religieux et pratiquer leur culte, les élus ès-qualité, les pouvoirs publics doivent à cet égard observer une stricte neutralité et aucun financement public ne doit être versé. Nous avons lancé une veille afin de suivre l'évolution du projet et nous préparer aux éventuelles violations qui pourraient paraître. Nous avons constaté que la préparation de la venue du pape à Marseille et de sa messe au stade Vélodrome ont été le fruit de collaboration entre l'Église, les élus et l'État. Le projet d'inviter le pape en France et particulièrement à Marseille n'est pas récent. En avril 2021, déjà, l'archevêque Jean-Marc Aveline, avec le soutien enthousiaste de responsables de la région PACA, du conseil départemental et de la mairie de Marseille, avait rencontré le pape et échangé sur, je cite, le sens que pourrait revêtir une étape à Marseille dans le long pèlerinage méditerranéen du pape. La même année, Emmanuel Macron, lui aussi, avait une entrevue avec le pape, entrevue qui n'avait pas de suite. À 7 mois des élections présidentielles, le Vatican ne voulait pas être instrumentalisé. C'est à Florence, en 2022, que le projet va prendre corps. En février de cette année-là, se tiennent dans cette ville des rencontres entre les évêques et les maires de la Méditerranée, dont le but est la réimplantation et l'extension de l'influence de l'Église en Méditerranée et en Afrique. Le pape y est attendu. Benoît Payan, maire de Marseille, y participe et signe avec les évêques et les maires une charte dite Charte de Florence. Cette charte, l'Église elle-même l'a définie comme une déclaration commune qui permet de renforcer la collaboration entre l'Église et le pouvoir civil. Avec l'archevêque Aveline, acteur de premier plan des travaux de Florence, le maire de Marseille, ils vont tous deux, le maire de Marseille et Aveline, préparer sur place les futures rencontres méditerranéennes qu'ils veulent organiser à Marseille. Ils ne pourront pas être reçus comme c'était prévu par le pape, mais l'objectif des rencontres est lancé. Et il est approuvé par l'épiscopat italien. Il ne reste plus qu'à convaincre le pape d'y participer. Avec ce rendez-vous raté, l'archevêque va utiliser, après le rendez-vous raté, l'archevêque va utiliser tous les canaux pour parvenir à ses fins. Il demande notamment à Benoît Payan, qui s'exécute, d'écrire une lettre manuscrite au pape pour lui demander de venir à Marseille. Le maire s'en vantera quelque temps plus tard. Le jour de sa nomination comme cardinal, en août 2022, Jean-Marc Aveline est entouré de nombreux fans au Vatican, parmi lesquels des élus, dont celui dont il dit qu'il est un partenaire privilégié en quelque sorte, le maire de Marseille. Il a une nouvelle entrevue avec le pape. Gérard Darmanin, qui est présent ce jour-là au Vatican, puis à l'ambassade, et puis ensuite à l'ambassade de France pour la réception donnée en l'honneur du cardinal, va l'assurer du soutien de l'État. Fin octobre, Emmanuel Macron rencontre lui aussi le pape pour la 3e fois. Mais selon le journal La Croix, au sein du Vatican, on pense que le pape ne se déplacera pas sans avoir reçu d'assurance sur la question de la fin de vie. Que s'est-il passé? Toujours est-il que 7 semaines plus tard, Jean-Marc Aveline reçoit l'accord du Vatican pour le voyage du pape. La nouvelle officielle est relayée par le diocèse le 20 janvier. La date du 23 ne sera connue qu'un peu plus tard, en même temps que la volonté du pape de ne pas faire un voyage d'État. C'est alors que Benoît Payan répand sa liesse sur les réseaux sociaux. C'est chose faite, le pape François célébrera la messe au cœur du stade Vélodrome. C'est un honneur pour notre ville d'accueillir le pape pour les rencontres méditerranéennes. Ici, je voudrais prendre un petit temps pour parler de ces rencontres qui vont débuter aujourd'hui et se termineront le 24.
Pendant ces 8 jours, 70 évêques et 70 jeunes de la Méditerranée, en fait des villes du pourtour méditerranéen, vont poursuivre les réflexions entamées à Florence en 2022. Parallèlement, des conférences, processions, spectacles, repas solidaires, bals, rencontres d'évêques avec la population dans divers endroits du diocèse vont avoir lieu, organisés par différentes associations. Pour ce qui est des objectifs des rencontres, comme prévu en 2022, elles sont annoncées comme la poursuite de ce qui a été signé à Florence. Marseille est décrite comme ville laboratoire et ville message qui doit agir comme église et comme ville. Pour rappel, la charte, que je vous invite à lire, que vous pouvez trouver sur le site de la mairie de Marseille, et vous pouvez aussi trouver quand même sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, dit la chose suivante. Je vous donne un petit extrait. Cette charte débute sur un constat. La nécessaire coopération entre ces villes et ces communautés religieuses pour la paix et le développement des nations. Elle appelle au renforcement et à la promotion du rôle des villes et du dialogue entre ces communautés civiques et religieuses. L'ensemble des articles reprennent cet appel à la collaboration avec les religions, sous une forme ou sous une autre, sur tous les aspects de la vie sociale. C'est dans ce projet destructeur de la laïcité, de rétablissement du pouvoir des dogmes sur les collectivités locales, que s'inscrit donc le voyage du pape. Alors, comment se fait la préparation de cette préparation de cette manifestation. Durant la phase de préparation, le cardinal Aveline a travaillé à étendre la collaboration entre élus et Église au travers de réunions où il est invité, telles celles des sénateurs des Bouches-du-Rhône du groupe Amitié France-Vatican, ou lors de dîners d'élus au restaurant Notre-Dame de la Garde qu'il organise. Nous savons d'ailleurs à présent, et alors que rien n'était annoncé en ce sens au départ, qu'à la séance de conclusion des travaux des évêques, qui aura lieu, si je me souviens bien, le 23 septembre, il y aura la présence d'hommes politiques, d'élus, et maintenant nous le savons, du président de la République. Il en sera de même à la messe du pape. Concernant les préparatifs matériels eux-mêmes, la messe au stade Vélodrome, qui était une demande du pape et du cardinal, s'avérait absolument impossible en raison de la tenue de la Coupe du monde de rugby et des risques de détérioration de la pelouse par les installations de la messe. Grâce à l'intervention de Benoît Payan et de sa collaboration avec le ministère de l'Intérieur, celui des Sports, du préfet et les organisateurs de la Coupe du monde de rugby, le stade a été acquis moyennant une augmentation des assurances. Qui paiera cette augmentation, ça, personne ne le sait à l'heure actuelle. Concernant les financements publics mobilisés pour l'événement, les délibérations de la métropole et du conseil régional ont prévu des subventions. Celle de la métropole porte le titre « Approbation d'une convention de partenariat pour les rencontres méditerranéennes et la visite du chef de l'État à Vatican ». Ce partenariat est passé avec une association loi 1901 nommée Mariam, dont l'objet n'a rien de cultuel, mais qui a tout de même son siège dans les locaux du diocèse de Marseille. Son site est dédié uniquement aux rencontres méditerranéennes. L'engagement de la métropole représente 140 000 €, qui comprend des volets transport public, propreté, mise à disposition du siège de la métropole au Pharo, participation au plan de sécurité et communication. La région, quant à elle, déclare dans une délibération souhaiter contribuer au succès des rencontres méditerranéennes qui se tiendront à Marseille du 17 au 24 septembre 2023, à l'occasion de la venue historique du pape François, et vote une enveloppe de 200 000 € pour soutenir les associations qui organiseront les rencontres. 40 000 € seront versés à l'Institut catholique de la Méditerranée pour son projet Maison de la Sagesse
La sagesse fabrique de la confiance, qui débutera à Marseille à l'occasion des rencontres méditerranéennes du 18 au 23 septembre 2023. En complément des rencontres méditerranéennes, je cite toujours la délibération, la région Sud organisera une manifestation nommée Méditerranée du futur et prévoit de financer hébergement et restauration pour 100 jeunes, 20 intervenants et 60 invités, venus de pays de la Méditerranée. Il y a fort à parier que parmi ces jeunes se trouveront certains participants aux rencontres méditerranéennes. Nous verrons tout ça par la suite. Il y a aussi la question d'assurer la promotion du nouveau parcours de randonnée sur les pas de Marie-Madeleine. Bien entendu, pour l'instant, il n'y a pas de financement prévu dans les cas spécifiques. Nous resterons attentifs à ce qu'aucun financement ne soit versé pour cette activité. Au final, ces décisions, même si elles apportent un soutien aux rencontres, ne versent rien en apparence aux activités culturelles directes, ce qui les rend pour l'instant inattaquables. Concernant les soutiens financiers de la mairie, le maire déclare qu'il va facturer au diocèse la location du vélodrome et du palais du Pharaon, mais il ne dit pas à quel prix. La ville a prévu de faire construire 2 fauteuils spéciaux pour le pape et cherche à les faire financer, mon camarade à côté dit de trône, et cherche à les faire financer par la municipalité, sous prétexte qu'ensuite il resterait la propriété de la mairie pour être exposé. On nage en plein délire, mais ces délires ne sauraient avoir un coût pour le citoyen. Le séjour et les déplacements du pape vont nécessiter des moyens colossaux de sécurité, en hommes et en matériel. Pour l'anecdote, rien que pour le trajet en papamobile du pape, il faudra à la pose de pas moins de 2000 barrières pour sécuriser. Le maire de Marseille dit qu'il est obligé d'assurer la sécurité. Certes, mais certainement pas de payer. Le pape ne vient pas, contrairement à Emmanuel Macron, comme chef d'État, il l'a dit. Et puisque nous en sommes au chef d'État, nous savons maintenant que la Première ministre accueillera le chef religieux des catholiques à sa descente d'avion, qu'Emmanuel Macron le rencontrera pour 2 entretiens dont le caractère privé n'est pas très clair, qu'il participera à la séance de conclusion des travaux des évêques de la Méditerranée, au palais du Pharaon, paraît-il, sans y prendre la parole, et qu'il participera à la messe du pape en tant que chef de l'État. De même, ces ministres y seront présents. On peut quand même se poser la question, quelles sont les conséquences financières de ces décisions? Combien coûte le déplacement d'un ministre, d'un chef d'État, en transport, sécurité et hébergement? Quel est le coût d'un trajet en Falcon? L'épouse du président qui sera présente va-t-elle payer sa part? Pour conclure, on a assisté ces derniers jours, avec la modification du calendrier relatif à la fin de vie et les déclarations et arguments de l'Élysée fournis pour justifier la présence du chef de l'État à la messe, à un cran supplémentaire, une accélération dans l'opération de destruction de la séparation des cultes et de l'État. Mais c'était l'objectif fixé par les rencontres méditerranéennes. Nous avions, je pense, raison de nous inquiéter, et cela justifie tout à fait notre présence et la vôtre aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, je passe la parole maintenant à notre ami Christian Echen, qui est secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée et qui est un des porte-parole de l'Association internationale de l'Association des libres penseurs. Bien. Eh bien, écoutez, chers camarades, tout d'abord, je voudrais remercier la Fédération des Bouches-du-Rhône de la libre pensée de m'avoir invité. Et en retour, je vous apporte le salut fraternel, c'est la tradition, de la Fédération nationale de la libre pensée. Je voudrais aussi saluer tous les camarades des fédérations voisines de celle de Bouches-du-Rhône qui m'ont fait le plaisir de venir.
et ainsi que les représentants des associations amies, laïques de différentes sortes et autres qui sont ici présents. Alors, le thème qui doit être discuté, que je vais essayer de faire en 30 minutes, pour vous donner le temps de débattre, de poser des questions, d'intervenir selon votre souhait, évidemment, c'est par rapport à cette visite du pape. Alors, tout d'abord, quelle est la position de la libre pensée sur la question de sa définition de la laïcité? Pour nous, les choses sont assez simples. Il y a deux sphères. Il y a une sphère publique, il y a une sphère privée. La sphère publique, c'est la sphère de l'administration, des institutions, de tout ce qui représente plus ou moins l'intérêt général. Et puis la sphère privée, c'est tout le reste. Alors de bonnes âmes, quand on dit ça, complique le problème en disant qu'il y aurait une troisième sphère qui serait la sphère du collectif. Mais le collectif existe dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Et alors vous avez, par exemple, vous avez une décision récente du Conseil constitutionnel qui est assez intéressante, qui dit que, c'est à propos de la laïcité dans le sport, qui dit que tous les membres des équipes nationales qui représentent la France ont une obligation de réserve et doivent respecter la laïcité comme le font les fonctionnaires. Il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer, une revendication à déposer, c'est que si les footballeurs professionnels de l'équipe de France sont des fonctionnaires, les fonctionnaires sont en droit de demander à être payés comme les footballeurs professionnels. Parce que sinon, c'est une remise en cause du principe d'égalité. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc dans la sphère publique et l'administration, les institutions, on doit respecter une stricte neutralité et une stricte laïcité. En dehors de cette sphère de la publique, des institutions et de l'administration, chacun doit être libre de pouvoir faire ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut et d'exprimer ce qu'il veut. Donc nous ne commençons pas à dire qu'il faut limiter la liberté d'expression, la liberté de se dire. Vous prenez par exemple ce mélange des genres auquel on est en train d'assister. Vous avez le débat sur l'abaya dans les établissements scolaires. Vous avez la loi séparatisme du 24 août 2021, qui correspond d'ailleurs, c'est la même idée. Normalement, la séparation des églises et de l'État, comme a dit Victor Hugo, c'est l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est pas l'État partout. L'une des dispositions de la loi séparatiste, c'est que les préfets, les sous-préfets, c'est eux qui vont donner leur agrément aux associations cultuelles. Les associations cultuelles qui sont en charge de gérer les rites religieux de différents cultes, que ce soit des associations cultuelles qui se constituent maintenant, ou celles qui se sont constituées depuis 1905. Il est donc prévu que l'administration va contrôler toutes les associations cultuelles dans ce pays. Donc on va contrôler l'association cultuelle qui gère Notre-Dame. Hein, et le préfet de Paris va dire si c'est cultuel, si c'est religieux ou si c'est pas religieux. Donc la première question qui se trouve posée, c'est quelle compétence a le préfet pour décider qu'une association est religieuse ou pas religieuse. Les grands principes démocratiques de la Troisième République, qui ont été fondés par la loi de 1884 sur la liberté syndicale, par la loi de 1901 sur la liberté d'association et la loi de 1905 sur les associations cultuelles, c'est que ce sont les premiers concernés, c'est ceux qui constituent ces associations qui décident comment ils fonctionnent, avec qui ils fonctionnent, selon les règles qui fonctionnent, avec les statuts qui fonctionnent. Depuis la loi du 24 août 2001, c'est le préfet qui vous dit ce que vous devez faire ou pas faire. Ce qui est autorisé ou pas autorisé. Et c'est donc l'ingérence, ce n'est plus, comment dirais-je, la séparation des églises et de l'État, ce n'est même plus le concordat qui est un accord entre l'Église et l'État, c'est le contrôle des cultes directement par l'État. Avec une tendance, bien évidemment, à cibler un public particulier qui sont les musulmans, pour forcer les musulmans à se séculariser.
Cette conception, vous la voyez éclater en plein jour aujourd'hui sur le problème de l'abaya, c'est le ministre, le gouvernement et les directeurs d'établissement qui disent « ceci est un vêtement religieux, ceci n'est pas un vêtement religieux ». Et inévitablement, on a vu les premiers effets, il y en a quelques-uns qui se plantent et qui se trompent. Tout le monde dans la sphère musulmane dit l'abaya, mais tout le monde, des plus modérés aux plus radicaux, dit ce n'est pas un vêtement religieux. Le gouvernement dit moi je décide que c'est un gouvernement religieux et donc j'interdis qu'on le porte. Bon, comment voulez-vous, à partir de ce moment-là, que ça ne soit pas ressenti comme quelque chose qui soit tout à fait discriminatoire? C'est donc un mélange des genres qui est extrêmement problématique, puisqu'en fait c'est l'État qui décide de tout. C'est ce qu'on appelle la loi séparatisme, c'est ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain, dans lequel, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, on n'a jamais vu ça, la loi séparatisme introduit, la loi, 3 critères à imposer aux associations, le décret d'application en introduit 7. Or, on est dans un pays de droit romain, où normalement il y a la hiérarchie des textes, il y a la loi, il y a le décret, il y a la circulaire. Là, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. Le décret est plus restrictif que la loi. Pourquoi c'est le décret? Parce que le décret, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide et qui contrôle. Donc de ce point de vue-là, ça pose toute une série de questions. Et bien évidemment, dans les 7 items, comme on dit ça, dans le décret d'application de la loi séparatiste, il y avait évidemment l'obligation de respecter le drapeau tricolore, de respecter la Marseillaise et d'admirer la formule républicaine, liberté, égalité, fraternité. Si on avait fait cette loi séparatiste en 1934, Jean Zay aurait été conduit au tribunal, lui qui a fait un poème célèbre qui s'appelle « Le drapeau tricolore, sa place est dans le fumier et c'est un torche-cul ». Donc on n'a pas le droit, dans ce pays, de critiquer le drapeau tricolore. Moi, le drapeau tricolore et la Marseillaise, je les conchis. C'est les symboles qui ont permis l'arrestation de mon arrière-grand-père, qui était communard, qui a fait 5 ans au bagne de l'île Dorée, qui a été conduit par les soldats de Thiers au son de la Marseillaise, derrière le drapeau tricolore. Je ne reconnais pas le drapeau tricolore, je ne reconnais pas la Marseillaise. Moi, mon drapeau, il est noir, il est rouge et noir, et mon chant, c'est l'international. Aujourd'hui, parce que je pense ça, je suis interdit de demander une salle municipale, interdit de demander une subvention publique. Parce que je ne respecte pas l'un des critères des contrats d'engagement républicain et de la loi séparatiste. Donc, c'est une remise en cause fondamentale de la liberté de penser, de la liberté d'association. Un anarchiste ne peut plus demander une salle, ne peut plus demander une subvention. Même la grandeur de ce qui a fait de la République, c'est d'admettre la liberté pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et donc de permettre, par exemple, aux royalistes de créer des associations, se réunir et de s'exprimer. Avec la loi du 24 août 2021, ce n'est plus possible. Alors, il est clair que ça ne sera pas tellement les royalistes qui vont être réprimés. Hein. Il y a assez peu de risques, ne serait-ce que parce que Darmanin, quand même, a été membre de l'Action française, il saura protéger les siens. Bon, mais je veux dire, du point de vue de la conception philosophique et du point de vue de la conception démocratique, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un pays de liberté. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Je reprenais les 3 lois 1884, 1901 et 1905. Les organisations dont nous avons fait partie ont fait les recours, il y a eu plusieurs recours faits au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, et il y a des recours en cours auprès de la Cour européenne de justice. Et l'un des pièges que nous avions tendus, notamment avec les organisations syndicales, c'est que les organisations syndicales ont déposé un recours contre la loi séparatiste. Et le piège qui avait été tendu, et d'un certain point de vue on a eu la réponse, c'était de faire en sorte que le Conseil d'État rejette la demande, la requête des syndicats sur la loi de 2021 en disant « ça ne vous concerne pas ». Et si ipso facto, le Conseil d'État avait dit on rejette la demande des syndicats parce que la loi ne s'applique pas à eux,
Ça voulait dire que les syndicats se dégageaient de la loi séparatisme. Or, le Conseil d'État a accepté la requête. Ce vers quoi on va aujourd'hui, c'est une fusion totale de la loi de 1884, de la loi de 1901 et de la loi de 1905. Il n'y aura qu'un seul type, à terme, d'association qui sera contrôlée et dirigée par l'État. Donc c'est ça la situation dans laquelle on est, et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Alors, Colette a parlé, comment dirais-je, des subventions. Alors, bien évidemment, quand j'ai lu, Henri m'a fait passer l'interview du maire, à la question que les fonds publics, qui c'est qui va payer, c'est quand même assez smouleux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, il y a quand même des gens qui lisent trop vite et qui pensent trop peu. Notamment le maire de Marseille. Parce que expliquer qu'il faut financer 2 trônes pontificaux avec l'argent public, parce que c'est un événement historique, quand le pape dit lui-même, ce n'est pas un voyage politique, ce n'est pas un voyage diplomatique, ce n'est pas un voyage d'État à État. Alors on pourrait discuter, c'est la position que le Vatican n'est pas un État, même le Saint-Siège, mais là c'est clair, le pape dit c'est un voyage religieux, ce qui pose plein de problèmes. Pourquoi payer 2 trônes pontificaux? Peut-être que le maire de Marseille n'a pas compris ce que voulait dire Saint-Siège. Et qu'il a confondu. Le Saint-Siège, c'est pas le trône pontifical, c'est un État. Alors peut-être qu'en lisant trop vite et en pensant trop peu, comment dirais-je, il a mélangé tout ça, ce qui pose quand même un véritable problème. Il y a un autre problème derrière sur les subventions, parce que bien évidemment, c'est déguisé, comme l'a expliqué très bien Colette. Oui, mais il y a un problème de fond qu'il faut poser et que nous posons. Est-ce que l'archevêché de Marseille, est-ce que le Vatican, pour percevoir ces subventions, a signé un contrat d'engagement républicain? Puisque maintenant la loi séparatisme, c'est que pour toucher n'importe quelle subvention, pour avoir n'importe quelle aide, il faut signer un contrat d'engagement républicain. Donc, est-ce que ces structures ont signé un contrat d'engagement républicain qui, selon le gouvernement, selon la loi, selon Macron, selon le Saint-Esprit, c'est pour défendre les valeurs de la République? Donc ça voudrait dire que le Vatican a des valeurs identiques à la République. Examinons donc les valeurs du Vatican. Au moment de la loi de séparation des Églises et de l'État, le Vatican se prononce contre. Et il produit une encyclique, en 1906, qui s'appelle Vehementer Nos. Voilà ce que dit le pape. Et ça n'a jamais été démenti. Qu'il faille séparer l'État de l'Église, c'est une thèse absolument fausse. Une très pernicieuse erreur, basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public, social, pour l'honorer. L'Écriture nous enseigne que l'Église est le corps mystique du Christ, au sein de laquelle les chefs se trouvent, qui ont de pleins et parfaits pouvoirs pour gouverner, pour enseigner et pour juger. Il en résulte que cette Église est par essence une société inégale, c'est-à-dire une société comprenant 2 catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude, les fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul réside le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société, vers les fins de la société. C'est-à-dire que la conception du Vatican, c'est clair, il y a l'Église, puis il y a les gueux. On appelle le troupeau, mais qui doivent obéir. Est-ce qu'une structure qui dit ça et qui maintient ça peut bénéficier des fonds publics? Est-ce qu'ils ont signé le contrat d'engagement républicain? Ça pose quand même une sérieuse question, parce qu'on exige de ça de beaucoup de gens, on dissout des 33 associations au nom des principes de la loi séparatiste, et on accepte de subventionner, comment dirais-je, le Vatican sur cet aspect-là. Donc, c'est très important aussi de comprendre, le pape dit, ce n'est pas un voyage d'État. Alors,
il y a des fois, il y a des trucs, vous comprenez, parce que vous êtes ici, mais je ne vais pas en France, je vais à Marseille. Je veux dire que des fois, ça laisse un peu rêveur. Mais surtout, ce n'est pas un voyage d'État. Bon. Au moins, d'un certain point de vue, il a l'honnêteté de le dire. Pas l'honnêteté de le dire, mais en même temps, il dit c'est un voyage religieux, mais je ramasse quand même l'argent qu'on me donne. Bon. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, c'est un vieux principe. Donc, c'est un voyage religieux. Et c'est le pape qui dit, c'est pas une interprétation de la libre pensée. À partir de ce moment-là, effectivement, les gens qui protestent contre le fait que la première ministre reçoive le pape, que Macron s'entretient avec le pape, qu'il participe à la messe du pape, ces protestations sont tout à fait justifiées. Parce qu'il n'y a même pas l'habillage de « c'est le chef de l'État du Saint-Siège ». Il vient comme chef catholique de la religion catholique. Or, c'est très clair, il y a eu une séparation en 1905, la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et là, Macron reconnaît, salarie et subventionne l'Église catholique. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment une violation, comment dirais-je, de la laïcité. Et il y a un côté mais qui est digne du personnage de Macron, qui est une provocation éhontée. Faire ça 15 jours après le cirque sur la Baïa, c'est clairement dire, si vous réfléchissez bien ce que ça veut dire, c'est pire que Zemmour, c'est pire que Le Pen. C'est clair, les musulmans ne sont pas français. C'est ça que ça veut dire. C'est du racisme d'État. Bon, ils n'ont pas leur place, parce que eux, on peut les réprimer, on peut les brimer. Par contre, on reçoit le chef de la religion des Français. Et donc, quelle est cette idéologie, puisque la loi séparatisme, c'est la mise en place des valeurs de la République. Hein, c'est une loi pour protéger et conforter les principes de la République. Quand vous demandez quels sont les principes de la République, j'ai cité déjà ça dans un texte, donc pour ceux qui m'ont lu, ils m'excuseront, mais c'est le poème de 1956 d'un dirigeant oppositionnel en Pologne, qui répond à la question « Qu'est-ce que le socialisme ?» Et il dit « Le socialisme, c'est en 1956, hein, c'est au moment de l'entrée des troupes russes en Pologne et en Hongrie. Et il dit « Le socialisme, ce n'est pas la police politique, ce n'est pas le parti unique, ce n'est pas le KGB, ce n'est pas les camps, ce n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer. » Et ça se termine en disant « Qu'est-ce que c'est que le socialisme ?» Et il termine « C'est une bonne chose, camarade. » Alors maintenant, quand on vous dit c'est quoi les valeurs de la République, on vous dit c'est une bonne chose, citoyen. Bon. Mais quelles sont, comment dirais-je, ces valeurs? Parce que liberté, égalité, fraternité sont peut-être des valeurs, en aucun cas ce sont des principes qui sont mis en œuvre juridiquement. Donc il ne faut pas confondre les valeurs et les principes. Les valeurs, par définition, on leur applique la définition théologique du Saint-Esprit, le noyau est partout, la circonférence nulle part, et l'esprit souffle où il veut. Donc les valeurs, c'est pareil. Donc personne n'est capable de définir les valeurs, chacun y mettra ce qu'il pense. Les principes, c'est autre chose. Les principes, c'est des principes juridiques, c'est des principes politiques, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est la non-discrimination, c'est toute une série de choses. Mais ce n'est pas une loi qui conforte les principes, c'est une loi qui conforte les valeurs. Valeurs qu'on ne peut pas définir, par définition. Donc, de ce point de vue-là, ça pose, comment dirais-je, un certain nombre de questions. Alors, si le Vatican peut se dispenser, comme l'archevêché de Marseille, de signer, comment dirais-je, le contrat d'engagement républicain pour toucher les aides et les subventions, c'est qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes engagements que le gouvernement de Macron. Et c'est à ce moment-là, qui est assez interrogatif, que Édouard Philippe parle de faire un concordat avec l'islam.
Tout ça ne vient pas par hasard. Alors, pour l'instant, la libre pensée ne s'est pas exprimée, elle s'exprimera certainement à partir d'aujourd'hui en diffusant ce que je vous dis là. Mais enfin, si un gars qui a été Premier ministre est capable de dire une telle absurdité, ça vous explique pourquoi un autre abruti comme Darmanin est qualifié de présidentiel, ou présidentiable. C'est quand même assez ahurissant. Un concordat, c'est un accord diplomatique signé entre deux États. Alors, il y en a un, pour nous, c'est un pseudo-État, c'est le Saint-Siège. Il n'y a pas de concordat signé avec le Vatican. Il y a un concordat signé avec le Saint-Siège, qui est la représentation diplomatique du Vatican. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Dans les instances internationales, le Vatican ne siège pas. Le Saint-Siège. C'est une abstraction, mais le Saint-Siège siège. C'est pas bon. Donc un concordat, c'est un accord diplomatique entre deux États qui accordent des privilèges à la religion catholique. Bonaparte a fait ça en 1801. Il a ensuite, en bidouillant, étendu les dispositions du concordat aux deux cultes protestants, puis après au culte israélite. Mais il fallait, pour qu'il fasse ça, pour l'étendre aux autres cultes, il fallait qu'il y ait un concordat signé avec l'Église catholique. Comment voulez-vous faire un concordat avec l'islam? Avec quel État la France va signer un concordat sur l'islam? Alors, on va vous dire avec les États arabes. Alors, il faudrait d'abord déterminer lequel, ou lesquels, parce qu'ils sont nombreux à se disputer le titre de commandeur des croyants. Bon, mais les mêmes, et Édouard Philippe avait fait des déclarations tonitruantes avec Macron là-dessus, ils sont contre l'islam consulaire. L'islam consulaire, c'est l'islam des États. Grosso modo, jusqu'à présent, les trois structurations de l'islam en France sont le produit de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Donc ce sont de représentations. Macron et Édouard Philippe ont dit, surtout il faut en finir avec l'islam consulaire. Donc ça ne peut pas être avec des États. Donc quel est le Vatican islamique avec lequel ils vont signer le concordat? C'est se moquer du monde. Et c'est pour ça que nous ne participons pas à dénoncer pour l'instant l'opération d'Édouard Philippe, parce qu'il ne le fait que pour une seule raison, c'est pour faire de la concurrence à l'extrême droite. Et pour, encore une fois, dénoncer les musulmans. Hein? Parce que c'est quand même des gens bizarres, les musulmans. Il leur faudrait un accord particulier pour eux. Et ça part de l'idée, qui est l'idée raciste par excellence, c'est que toutes les religions peuvent s'organiser par elles-mêmes, sauf les musulmans. Parce que l'idée de tous les Bonaparte, aux grands et aux petits pieds, c'est de dire qu'il faut que le culte musulman s'organise. Comme il ne s'organise pas, on va l'organiser à sa place. Donc ça, si vous voulez monter une association, l'État vous dit non, non, vous êtes des nuls, c'est nous qui allons la monter à votre place. Donc c'est quand même une conception un peu particulière. Le problème de fond, c'est que ça ne marchera jamais, parce qu'il n'y a pas de culte musulman au singulier, il n'y a que des cultes musulmans au pluriel. Et ils ne sont pas prêts de se mettre d'accord. Parce qu'il y a des raisons historiques, politiques, religieuses sur cet aspect-là. Donc de ce point de vue-là, quand Édouard Philippe dit il faut faire un concordat, c'est uniquement pour faire du buzz, pour gagner des parts dans l'électorat d'extrême droite. On n'est pas obligé, de participer à cela. Et c'est pour ça que, nous avons décidé, pour l'instant, de ne rien dire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Mais sur les valeurs communes entre Macron et le Vatican, il y en aurait peut-être une, hein, puisqu'on parle de concordat. C'est Bonaparte, quand il fait le concordat en 1801, vous connaissez certainement ça, il explique pourquoi il fait le concordat. Vous allez voir, c'est quand même très actuel. Hein. Comment avoir de l'ordre dans un État sans religion? La société ne peut exister dans un État sans une religion. La société ne peut exister sans l'inégalité des fortunes. Et l'inégalité des fortunes ne peut exister sans la religion. Quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge, il lui est impossible d'accéder à cette différence
s'il n'y a pas là une autorité qui lui dit « Dieu le veut ainsi ». Il faut qu'il y ait des pauvres et des riches dans le monde. Mais ensuite, et pendant l'éternité, le partage sera fait autrement. Et Bonaparte concluait, c'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Eh bien, d'un certain point de vue, Macron, avec l'Église catholique, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, on peut s'interroger sur, cette volonté néo-concordataire d'Édouard Philippe, qui doit représenter un certain nombre d'autres points de vue. Avant-dernière chose, puis après je terminerai pour déborder mon temps, il y a des choses historiques qui sont intéressantes, qui ne sont pas très connues sur le Concordat. Parce qu'on connaît le financement public, ça devient, les religions deviennent des services publics. Mais si vous êtes intéressé à l'histoire, vous verrez qu'en 1791, la Révolution, c'est pas encore la République, la Révolution va décréter la constitution civile du clergé. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale des révolutionnaires qui consiste à substituer la formule un roi, une fois, à la formule une loi, une fois. Ça va donner les guerres de Vendée, la fracture du clergé entre les jureurs et les non-jureurs, et le Vatican va développer, le Vatican est quelque chose d'honorable qui ne change jamais de position, selon ses intérêts, c'est bien connu, et le Vatican va développer toute une théorie à l'époque en disant que des prêtres, des évêques et des archevêques prêtent un serment civil, c'est attentatoire à leur liberté, à leur dignité et à leur conscience. Et donc, nous appelons à ne pas jurer. Bon. Donc, c'était développé comme ça. 1801, le Concordat se met en place. La religion catholique est reconnue comme la religion de la majorité des Français. Et un Concordat, c'est des droits et c'est des devoirs, des deux côtés, c'est un contrat. Et voilà le serment, d'un seul coup, que prêtent tous les évêques, tous les archevêques. Hein, donc c'est l'article 6 du Concordat. Les évêques, avant d'entrer en fonction, prêteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants. Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je vous promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. C'est-à-dire c'est des mouchards, des délateurs. Bon, la commandanture n'a rien inventé. 10 ans avant, il refusait de prêter serment. 10 ans après, il prête ce serment qu'ils vont. Donc il faut bien comprendre que ce qui peut unir Macron au Vatican, et qui fait ce jeu, c'est cette conception de la société illégale, entre le troupeau et les bergers, entre le fait qu'il faut soutenir l'État. Parce que bien évidemment, l'État et le capital, qui est la même chose, sont intéressés d'avoir affaire à une religion qui dit « tu ne dois pas te révolter contre l'oppression ». Pourquoi le Vatican a toujours été instrumentalisé par toutes les dictatures et par toutes les formes de gouvernement? C'est qu'il a à sa disposition une doctrine, comment dirais-je, sociale, qui est fondée par saint Paul, et qui dit « l'esclave doit obéir au maître comme la femme doit obéir au mari ». Et tous ceux, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu ou qui soit librement consentie par Dieu. Donc, en conséquence, quelqu'un qui se révolte contre l'état actuel de la société contredit à la volonté divine. Bon, quand vous êtes un dictateur ou un apprenti dictateur, ce genre de choses, comment dirais-je, ne peut que vous intéresser. Dernière chose, parce que c'est aussi d'actualité, nous manifesterons tous le 23 septembre dans les marches. Nous en avons recensé ce matin à peu près 70 dans tout le pays. Cette manifestation, enfin, ces marches sont historiques, puisque c'est la première fois qu'il y aura une telle convergence qui va s'opérer.
Il y aura une convergence entre les syndicats, les associations, les partis, les comités de quartier, les collectifs pour que justice soit rendue, justice aux victimes. C'est la première fois. Comme je l'ai expliqué à mes camarades, moi je suis secrétaire général de la Ligue Repensée depuis 1992. J'ai assisté à toutes les réunions unitaires qui existent depuis l'époque. Le CNAL, le collectif du 16 janvier, tous les collectifs des libertés. Jamais, j'ai assisté aux réunions des collectifs unitaires, jamais il y a eu cette fusion qui est possible, qui commence à se réaliser. C'est extrêmement important. Et j'espère que je vous ferai sourire, mais, parce que la session n'est pas simple. En 1998, du 4 au 10 mai, s'est tenu un symposium au tribunal de grande instance de Paris, sous la présidence de Jean-Pierre Vintillac, qui était procureur du tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire la plus haute autorité juridique dans ce pays. Et le titre de ce symposium, c'était, vous allez voir, c'est très actuel, Police et humanisme. Hein, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Alors, on voit bien où est la police, l'humanisme, moins. Mais il disait ceci, à l'instant, Monseigneur Dalloz. Alors, Monseigneur Dalloz, à l'époque, c'est pas le mec qui écrit les codes. Hein. C'est le mec qui était en charge dans l'épiscopat français pour suivre spirituellement les policiers. Bon. Donc, il portait un nom prédestiné, sans doute. Donc, Vintillac dit ceci, à l'instant, Monseigneur Dalloz nous interrogeait tous sur la question de savoir si l'on pouvait être à la fois policier et chrétien. C'est à cette question que je souhaite tout d'abord répondre pour affirmer que, de mon point de vue, non seulement on peut être tout à la fois chrétien et policier, mais que tout chrétien doit être, d'une certaine manière, policier. Parce que, évidemment, la doctrine de l'Église, c'est le soutien à l'exploitation. Et donc, si vous remettez en cause le soutien à l'exploitation et à l'oppression, bah, vous devez les dénoncer. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui explique l'accord qu'il y a entre Macron et le pape François. Et c'est ça qui doit nous motiver pour continuer, notamment dans les marges du 23 septembre. Je vous remercie. Eh bien, je donne la parole à la salle. Si vous avez des interventions, des questions, des contradictions, vous avez la parole. Alors, au début, c'est comme ça. Il y a toujours un moment de silence, et après, on n'arrive plus à partir le soir. Donc, allons-y. Vas-y. Je parle assez. Je voulais que M. Chen précise la différence. Non, mais ça va. Je voulais que M. Chen précise la différence entre les valeurs et les principes au sujet de liberté, égalité, fraternité, parce que ça a été rapide et c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, merci. Donc, on en prend deux ou trois, peut-être? Oui. Excusez-moi, je suis un peu miro là évidemment. Bon, ben écoute, Christian, si tu veux répondre déjà à ça, et puis pendant ce temps-là, vous manifestez en levant la main et la parole vous sera donnée. Oui, pour moi, alors ça peut sembler subtil, mais pour moi, liberté, égalité, fraternité, c'est une devise. Cherchez à la définir. Chacun aura sa propre définition de ce que ça veut dire. Liberté, égalité, fraternité. Je vous prends le problème de la liberté. Les ouvriers sont menacés de licenciement, ils occupent leur entreprise, ils foutent dehors le patron. Ils considèrent, eux, que leur liberté, c'est de défendre leur droit au travail et leur outil de travail et le lieu où ils travaillent. C'est leur liberté. Le patron va considérer que c'est une violation de sa propriété et que c'est une atteinte à sa liberté de propriétaire. Donc, selon qui vous êtes, selon l'endroit où vous êtes, vous ne donnerez pas aux mots liberté, égalité et fraternité la même signification. Ça a été plus ou moins traduit dans des principes juridiques. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû dire principe juridique plutôt que simplement principe. La liberté, est-ce qu'elle est réellement codifiée
juridiquement, en théorie, oui, sauf que la principale des libertés, c'est la liberté d'expression, et suivie de la liberté, la liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'organisation. Parce qu'une liberté de conscience sans une liberté d'expression et sans une liberté d'association, ça n'existe pas. Aujourd'hui, au nom des valeurs, ces libertés-là sont mises en cause par la loi séparatisme. Donc, c'est pas gagné, parce qu'il va y avoir toute une série de combats. La fraternité, par exemple, alors, même s'il peut y avoir des avancées, il y a eu une avancée dernièrement qui est très très importante. C'est une décision de tribunal qui, au nom du principe de fraternité, a relaxé les gens qui aidaient à faire passer les migrants. C'est une grande première. Mais on n'est qu'au début. Ce n'est pas encore un principe juridique. Hein, donc on peut dire que la fraternité, tout le monde dira on est tous frères, on est tous sœurs, quelle est la réalité de ça, comment on le conçoit. C'est pareil sur l'égalité. On peut avoir une égalité en droit en tant que citoyen. Y a-t-il une réelle égalité en droit quand il n'y a pas de liberté sur le terrain économique? Au sens où le patron n'est pas l'égal de l'ouvrier. Et en dernier, si vous prenez par exemple dans le droit du travail, que j'ai connu un peu en tant que syndicaliste, au bout du compte, si le patron décide de licencier un syndicaliste protégé, au bout du compte, il le licenciera. Ça lui coûtera de l'argent, ça lui coûtera énormément de temps, mais au bout du compte, le syndicaliste, il sera licencié. Parce que le principe, c'est que l'entreprise appartient au patron, il fait ce qu'il veut chez lui. Alors bien évidemment, les conquêtes ouvrières, les conquêtes syndicales ont limité ça. Hein, mais, je veux dire, sur le fond, c'est pas réalisé. Donc le problème, c'est que c'est plus, comment dirais-je, des valeurs en devenir que des principes réellement, comment dirais-je, inscrits. Et ça, je pense que, comment dirais-je, c'est en tout cas quelque chose à creuser, parce que si vous avez un conflit juridique sur liberté, égalité, fraternité, à mon avis, le tribunal ne jugera pas et ne tranchera pas. C'est tellement, comment dirais-je, évanescent. Par contre, il y a des principes qui sont établis dans les codes et dans le droit et dans la loi, sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, s'il y a une discrimination salariale entre différents salariés, ou entre hommes et femmes, il y a possibilité d'agir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas imposer des valeurs. Vous pouvez imposer des principes. Parce que si vous imposez des valeurs, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'idéologie d'État. Et toute idéologie d'État est une idéologie totalitaire. Hein, on a la coutume de dire à la libre pensée, on reprend ça de Francis de Pressensé, qui était président de la Ligue des droits de l'homme en 1905, l'État s'arrête où commence la conscience. Bon, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Un État qui dit tu dois croire ça, ou un État qui dit tu ne dois pas croire ça, c'est un État totalitaire. Bon. Et là, dans la loi séparatisme, nous sommes entrés dans un processus totalitaire. Puisque c'est l'État qui dit vous devez croire sur les valeurs qu'on vous définit, enfin, qu'on vous impose, sans qu'on vous les définisse. Donc, on rentre dans une logique, comment dirais-je, totalitaire. J'avais oublié de dire un truc tout à l'heure, donc ça va me permettre de le dire. Claudette a dit, comment dirais-je, la charte de Florence. Moi, je vous invite vraiment à la lire attentivement, parce que ce qui est important, c'est les formules. Un peu chaud. Bon, regardez ça. Convaincu par conséquent que le renforcement et la promotion du rôle des villes et du dialogue entre ces communautés civiques et religieuses offrent une contribution essentielle à ces défis. Le renforcement et le rôle des villes. C'est à chaque fois souligné comme ça, l'opportunité de promouvoir une véritable transformation sociétale visant à instaurer une culture de durabilité sociale, notamment par le biais de nouvelles formes de coopération entre les décideurs politiques, les scientifiques, les leaders spirituels et culturels et les chefs d'entreprise. Les gouvernements, et la conférence de Florence appelle les gouvernements de tous les pays méditerranéens
méditerranéen à établir une consultation régulière avec les maires, avec tous les représentants pertinents des communautés religieuses et des autorités locales. Les gouvernements, les maires et les représentants des comités religieux à promouvoir le pacte mondial de l'éducation. Appellent les gouvernements, les maires et les représentants des communautés religieuses. Les maires et les représentants des communautés religieuses. Ça veut dire que dans la charte de Florence, il y a une stricte égalité entre les communautés religieuses ou les communautés d'autres types et les institutions publiques. Or, l'ingérence, la fusion du religieux dans les institutions, ça porte un nom, c'est le cléricalisme. Et c'est ce pourquoi on a fait la loi de 1905, de séparation, pour que justement il n'y ait pas d'ingérence et de fusion entre les institutions. Et vous voyez qu'il y a bien une fusion, ce qui a été relevé dans le discours par Claudet. On a appris dans la presse, parce que la Croix, j'allais dire Vatican, mais la Croix c'est pareil, a fait toute une série de feuilletons là-dessus. Et ils ont indiqué par exemple que l'une des propositions du voyage de François, c'est du pape, enfin, c'est pas un pote, hein, donc du pape François, c'était de le faire en 2021, 2020-2021. C'était ça le créneau qui était prévu. Et Macron s'est opposé au titre de s'il vient, hein, c'est la Croix, hein, ce que je vous raconte, hein, c'est pas moi, s'il vient, il va parler des migrants. S'il parle du migrant, ça va faire de la gîte et ça va profiter à Le Pen. Donc, pour ne pas profiter à Le Pen, trop, un peu, pas trop, il ne viendra pas en 21. Hein, donc, c'est la Croix qui raconte ça. Et là, vous avez ce qui a été rapporté, le fait que. Mais non, après, ils disent que c'est pas vrai, enfin, il y en a de plus en plus qui disent que c'est vrai. Le projet de loi sur l'aide active à mourir est reporté après la visite du pape. On n'allait pas l'ennuyer avec ça. Donc ça veut dire que vous n'avez plus de séparation. C'est le même calendrier. Le calendrier religieux est calqué sur le calendrier politique, et le calendrier politique est calqué sur le calendrier religieux. Donc ça pose quand même, on est dans une situation dans une dynamique qui pose, comment dirais-je, un certain nombre de problèmes. Merci. D'autres interventions à gauche? Michel, vas-y. Oui, moi je voudrais relever Je voudrais relever l'attitude du maire de Marseille. Parce que quand même, la fédération départementale lui a écrit pour lui faire remarquer un certain nombre de choses. Il ne nous a jamais répondu. Par contre, je me souviens que quand on avait organisé un colloque sur la commune de Marseille et que le même jour, il voulait inaugurer une plaque pour ce héros de la commune de Marseille qui était Gaston Crémieux, il tenait à ce que les libres-penseurs soient présents, puisque Gaston Crémieux était un libre-penseur. Il y tenait tellement que j'ai eu au moins 10 coups de téléphone de son directeur de cabinet pour me supplier de venir, quitte à m'envoyer une voiture officielle, une moto pour aller plus vite, faire l'aller-retour, retourner au colloque, etc. Voilà, donc on a vraiment cet aspect d'un certain nombre d'élus j'allais dire, qui rentrent dans la combine. Moi, et ça me porte souci. D'accord. Allez-y. Alors, je voudrais bien vous dire trois choses. En France, il faut savoir qu'il y a plus de laïcs, d'agnostiques et d'athées que de croyants. Voilà, il faut le savoir. On a toujours l'air, on parle de l'Église catholique et catholique, on parle toujours de ces gens-là, et on oublie de parler des gens qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, ou ceux qui sont laïcs ou agnostiques, sont bien plus nombreux. Et je suis content que la libre pensée commence à se manifester, parce que je trouvais quand même qu'il y avait un silence qui était difficile à supporter quand on voit tout le radadam qu'on fait autour de l'avenue du pape. Hein. Moi, le pape, je n'en ai rien à demander. Mais bon, voilà. Bon. Non, mais à un moment donné, il faut taper le poing sur la table et montrer qu'on existe. On peut dire les choses correctement, mais parfois il faut un peu élever le ton
pour se faire respecter. Parce que quand on voit en face qui on a en face, les hypocrites, les menteurs, j'en passe et les meilleurs, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la loi que le Rastaquouère est à l'Élysée. Rastaquouère, c'est un parvenu. Hein, voilà. Qui a pondu, qui fait voter principalement avec les 49.3, beaucoup de lois qui sont passées comme ça. Le prochain gouvernement, nous espérons qu'il ne se voit pas du même port, enfin finalement on ne sait pas très bien où il est Macron, hein, parce que ni droite ni gauche, je ne sais pas où je suis, enfin bon bref. Il peut changer les lois. Une loi, elle n'est pas inscrite dans le marbre et immuable, inchangeable. On peut la changer. La troisième chose que je vais dire, le travail. On parle toujours du travail, il faut défendre le travail, etc. Le travail, la définition du travail, tel que vous l'avez expliqué dans les différentes remarques que vous avez faites, le travail, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'esclavage poussé à son paroxysme. Et ça, il faut le dire haut et fort. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des activités humaines, mais l'activité humaine, c'est-à-dire une activité qui consiste à faire en sorte que le passage de l'être humain sur la Terre, qui est finalement très bref par rapport à la vie de la Terre, soit le plus agréable possible, et que tout le monde puisse participer d'une façon juste et égalitaire au bien-être de l'ensemble de tous les citoyens de cette planète. C'est tout à fait différent que le travail tel qu'il est conçu à l'heure actuelle. À partir du moment où chacun peut participer au bien-être de tout le monde, la démarche est totalement différente, et beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Voilà mon point de vue, et je tenais à vous le dire. J'ai fini. Merci. Eh bien, allons-y, Gilbert. Bon, je voudrais... Tu as parlé du racisme d'État tout à l'heure, qui est tout à fait évident, mais je pense que ce racisme, il a commencé depuis longtemps. C'est une théorie tout à fait personnelle, mais je me rappelle quand il a mis comme porte-parole du gouvernement Madame Sibeth et quelques, je trouve que ça, il a complètement fait ridiculiser cette femme qui doit être intelligente, qui doit avoir de l'instruction. Elle s'est complètement ridiculisée au poste où elle était. Et ça, je me demande si ce n'est pas fait exprès. Parce que beaucoup d'entre nous, on dit c'est une personne qui n'est pas à son poste. Mais combien d'entre nous, on dit c'est une noire, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Et il a fait pareil, je vous répète, c'est tout à fait personnel, avec le ministre de l'Instruction. C'est quelqu'un qui doit être très intelligent, mais qui n'a rien fait, qui s'est presque ridiculisé, et qui s'était encore un noir. Donc, pour moi, le racisme d'État, il est depuis le début. C'est-à-dire que petit à petit, il nous enfonce en disant, vous voyez, je fais tout pour mettre les hommes de couleur à la tête du gouvernement, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Je suis obligé de les virer au bout d'un an ou deux. Vous croyez que ce n'est pas du racisme, ça? Pour moi, ça en est. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être se soucier de ce racisme, mais alors de ce racisme vraiment d'État. Ouais, il est mené par l'État en nous disant il y a des citoyens qui sont supérieurs aux autres. Et ça va continuer, ça a continué avec le truc, ça continue avec l'abaya. Vous savez la différence qu'il y a entre une abaya et une robe longue? À la tronche de celle qui le porte. Voilà, c'est tout. Nous, on connaît une amie qui s'est fait rejeter de son lycée avec une robe longue qu'elle avait achetée à SMM, ou je ne sais pas quoi, H&M. Elle est revenue avec le papier de H&M, comme quoi elle a acheté cette robe, ils l'ont laissé rentrer. Et ce n'est pas des anecdotes, hein, on connaît la petite. Hein. Bon, elle l'a fait avec un petit esprit de provocation, et je la félicite. Mais voilà. Et le racisme, il est profond. Et il nous gangrène. Et petit à petit, il nous gangrène. Donc, il faudrait lutter contre ce racisme d'État plus qu'autre chose. Voilà, merci. Oui, on est à Marseille. Ah bon, c'est quand même assez particulier. Spéculatif. Et de ce point de vue-là, vous parlez d'une analyse globale, vous êtes obligé de constater d'abord une volonté de destruction des États-nations, et la Charte de Florence est un moment de ça à un endroit précis.
deuxièmement, vous réfléchissez, moi je cite ça beaucoup en ce moment, parce que c'est un chiffre qui m'interpelle. Le produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire la totalité de ce qui est produit en biens, services, valeurs, enfin, services et tout ça, représente 2,5% de la masse monétaire internationale qui circule dans les transactions financières. Bon, vous vous rendez compte? La réalité de la production, avec toutes ces déterminations, hein, c'est 2,5% de la masse financière qui circule dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas faux, enfin, historiquement c'est vrai, ça partait d'un besoin, d'une idée, il faut que l'école produise des ouvriers qualifiés, il faut que le système s'appuie sur une masse de chômeurs comme une masse de pression sur les salaires, bon, et puis il faut quelques ouvriers qualifiés. Mais il fallait que l'école s'adapte aux besoins du capital. Aujourd'hui, si la production n'est plus l'essentiel du système, les besoins du patronat, c'est plus l'école. Enfin, c'est plus l'école telle qu'on la concevait, même telle qu'ils eux la concevaient. Aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, hein, essentiellement, c'est une minorité d'ouvriers extrêmement qualifiés pour la high-tech, une masse de manœuvre en plus, mais ça veut dire que c'est plus le besoin d'adapter l'école aux besoins du patronat tel que quand il fallait un prolétariat de masse pour produire. Hein, il fallait une masse de chômeurs pour faire pression sur le prolétariat pour pas qu'ils revendiquent moins les augmentations de salaire qui est toujours à peur du chômage. Aujourd'hui, on est dans un autre... On tend, parce que j'ai cité ça en congrès national, Gramsci au moins là-dessus, sur le reste on peut discuter, il n'avait pas tort quand il disait il y a un monde qui meurt, il y a un monde qui naît, et entre les deux, il y a des monstres qui apparaissent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des trucs concurrents, contradictoires. On n'est plus dans l'ancien système, on n'est pas encore totalement dans le nouveau système, et il y a des trucs aberrants qui se passent, il y a des choses contradictoires qui cohabitent. Mais ça veut dire, y compris sur le problème de l'école, il faut s'interroger. On a eu ce débat-là avec des camarades, et c'est bien normal. Bien sûr qu'il faut toujours combattre contre le financement public de l'enseignement privé. Bien sûr qu'il faut toujours se battre pour la défense de l'école laïque. Mais en même temps, est-ce qu'au bout du compte, à terme, ça ne va pas être la défense de l'institution scolaire elle-même qu'il va falloir défendre? Ce qui n'était pas le cas dans le passé en tant que tel. C'était quelle finalité, à qui ça devait servir, aux enfants du peuple ou au patronat. Aujourd'hui, c'est un système qui détruit tout. Tout. C'est un système de destruction. Pour le profit, pour le capital financier, il n'y a que ça qui compte. Bon, le reste, donc ça nous emmène directement, comment dirais-je, à la barbarie. Les répercussions, parce que François m'a tendu l'appel, dans l'Église catholique, il y a actuellement, enfin ça va se tenir un peu là, le synode. C'est une grande question en synode, hein, parce que le débat qu'il y a dedans, c'est quoi faire pour sauver l'Église. Parce que comme il y a une chute vertigineuse des croyances, comme il y a, depuis 1905, il y a une baisse tendancielle du taux de curé, donc qui s'applique inévitablement, bon, et comme l'Église catholique, c'est le clergé et c'est rien d'autre que la clé, parce que l'Église catholique, c'est son appareil. Hein. De ce point de vue-là, j'espère que je ne choquerai personne, mais ça ressemble étrangement au stalinisme. Hein. Parce que aller chercher les idées là-dedans, il faut gratter quand même. Hein. Donc c'est l'appareil. Bon, le problème de l'appareil, c'est que l'appareil est en crise et qu'il s'effondre. Bon, donc vous avez deux tendances qui se manifestent dans l'Église catholique. Vous avez une tendance qui dit revenons au Moyen-Âge, parce que là ça marchait bien. En plus, si on peut faire quelques bûchers, ça aidera, ça débarrassera. Et puis d'autres qui disent il faut se moderniser. Les deux ont raison, et surtout les deux ont tort. Parce que si vous freinez des cas de fer pour ne pas changer les choses, vous accélérez la crise. Et si vous voulez moderniser l'Église, vous accélérez la crise. Pourquoi? Parce que le seul moyen de moderniser l'Église catholique, c'est d'en faire une Église protestante. C'est-à-dire désacraliser le clergé. Tout le débat qu'il y a eu sur le synode en Amazonie, c'est comment, en Lousdé, et c'est les jésuites qui ont fait ça, comment en Lousdé, on va donner du pouvoir sacramentel aux diacres.
Mais le diacre n'est pas ordonné. Tout ce que l'Église fonctionne sur un principe. Il y a Dieu, il y a le croyant, et au milieu, il y a le clergé. Et il n'y a pas de dialogue entre le croyant et Dieu. Si le croyant il veut causer à Dieu, il cause au clergé. Ce qui est l'inverse de toutes les autres religions. Dans toutes les autres religions, le croyant s'adresse directement à Dieu et le pasteur, l'imam, le rabbin sont des conseillers, des sages. Hein. Mais par exemple, le rabbin, l'imam et le pasteur n'ont pas possibilité de remettre les péchés. Hein. C'est un rapport direct entre Dieu et le croyant, entre le croyant et Dieu, ou ce qu'il croit être Dieu. Dans l'Église catholique, si vous avez péché, vous allez voir Dieu. Et il faut tout lui raconter. Et c'est lui qui vous donnera la rédemption. Hein? C'est pas Dieu, c'est lui. Donc c'est l'appareil. Or, si vous désacralisez l'appareil, vous dites clairement que le clergé n'a plus le pouvoir de faire la rédemption et de faire la rémission des péchés. Donc se pose le problème, à quoi sert le clergé dans ces cas-là? Et donc ils sont pris dans une contradiction absolue qui est intenable, qui ne peut entraîner que leur disparition et leur dislocation. Parce que s'ils protestantisent le clergé, l'Église catholique, c'est plus l'Église catholique, c'est le protestantisme. Ça a d'ailleurs énervé le camarade Pape. Il a été dans la préparation synodale en Allemagne et l'épiscopat allemand est sur le bord de scissionner en deux. Il y a la fracture. Bon. Mais vraiment au bord. Et il a dit, si je vous écoute, vous allez devenir protestant. Il y a déjà une église protestante, c'est pas la peine qu'il y en ait deux. Hein, c'est Pape François qui a dit ça. Ils ont un problème parce que si, comment dire, ils se protestantisent, s'ils ouvrent la prêtrise aux femmes, s'ils permettent aux diacres d'avoir des missions consacrées, il n'y a plus de clergé. Hein? Ils ont fait un essai, comment dirais-je, en Amazone, et ça ne donne rien. Alors il y en a qui disent qu'il faut permettre aux prêtres de se marier. Comme ça, ils vont se marier, ils vont être mieux à la maison, tout ça, ils vont rester. Mais dans les églises d'Orient catholiques, les prêtres se marient. Il n'y a pas la crise, autant qu'en Occident. Donc il n'y a pas de solution. Le vrai problème de fond, c'est que la religion est un truc archaïque, qui est complètement balayé par la modernité, et qui ne tient que parce qu'ils ont une doctrine sociale qui leur permet de servir. Hein. Par exemple, vous prenez la doctrine sociale de l'Église, on en avait parlé tout à l'heure, c'est on ne se révolte pas contre Dieu. Vous prenez la doctrine sociale de l'islam, ça s'appelle la sourate des abeilles, c'est indiqué très clairement, il y a deux catégories de gens, il y a la reine et il y a les abeilles. La reine elle commande, les abeilles y travaillent, et les abeilles ne peuvent pas devenir reines. Donc chacun, c'est appliqué là, la même théorie. Je veux dire, il y a une division de société en classe, il faut respecter cette division de société en classe. Bien évidemment, pour les capitalistes, quelle que soit leur religion, une religion qui dit ça, c'est du pain béni, c'est une expression. Donc ils sont dans une situation, ils sont dans une contradiction dans laquelle ils ne peuvent pas sortir. Et on en revient à ce que disait Henri, parce que alors là, ça c'est la situation de fond, hein. C'est tellurique, hein. C'est systémique, mais le problème, c'est les crimes sexuels du clergé. C'est ça le problème. En plus, c'est pas la cause. Mais ça accélère et ça rend pas service à l'Église. Ils ont mis en place la SIAZ, la commission de Jean-Marc Sauvé, sur le même objectif que la commission René Raymond sur Paul Touvier, quand ils avaient dit on va enquêter pour savoir si l'Église elle a été Touvier et tout ça. Et René Raymond, qui était une ganache réactionnaire, a dit mais non, mais pas du tout. L'Église n'a absolument pas été Touvier. Non, c'est vrai qu'il a toujours été hébergé dans les couvents, dans les monastères, que ses papiers d'identité étaient officiellement à l'adresse de l'archevêché de Lyon, mais l'Église n'a pas été Touvier. Nous, on a fait un procès en 92 symbolique pour démonter tout ça. C'était parti pour ça, la SIAZ. Hein? Vous avez eu, comment dirais-je, ils ont fait un essai, une commission interparlementaire, Sénat, Assemblée nationale, présidée par la démocrate chrétienne Catherine de Roche. Bon, elle est à droite de Jésus-Christ. Hein. Bon, dans les chiffres, hein. Bon, ils ont fait une commission parlementaire mixte, Sénat, pardon, et comme ils sentaient que ça commençait à sentir mauvais, ils voulaient prouver à toute force
que des crimes sexuels et des trucs de pédophilie, il y en avait aussi dans les autres religions. Ah, ils ont étudié, hein, et le rapport de Catherine Desroches est une merveille. Elle n'a rien trouvé chez les protestants, rien trouvé chez les juifs, et elle a fini par trouver 3 cas chez les musulmans. Bon, et elle a dit, authentique, hein, c'est pour ça qu'on lui a remis cette année le prix cléricalisme, parce que ça valait quand même ça, elle dit, dans l'église catholique, il n'y a pas de problème particulier. Et 3 mois plus tard, c'est le rapport de la SIAS qui dit des milliers de prêtres, des milliers de laïcs, mais pas comme nous, comme eux, 330 000 enfants accusés. Et encore, c'est une période. Donc ça, c'est systémique, puisqu'on parle du racisme systémique. C'est systémique. L'Église ne pourra pas se remettre de ça, lié en plus à sa crise. Alors c'est pour ça que, si vous avez vu l'émission de parlait Henri, c'est vraiment immonde, quoi. Hein, quand vous avez une femme qui a été violée 3 fois par jour pendant 10 ans par 3 prêtres différents, hein, mais madame, c'est pas l'argent qui vous intéresse, hein, on va donner des croquettes et des soins vétérinaires pour votre chien, jusqu'à la fin de la vie de votre chien. Hein, c'est authentique. Ça a quand même fait du spoons. Bon, donc ils ont dit on va rembourser, mais à chaque fois ils disent mais c'est pas l'argent qui vous cédera, hein, c'est dans le reportage documentaire, c'est vrai. Nous on a fait notre boulot, on a chiffré les biens du clergé, ils sont comme ça. Hein. Il y a eu un quart d'heure de débat à la fin de complément d'enquête. Le journaliste en qui on n'avait pas tellement confiance, nous. Hein. Bon, eh ben, il a été parfait. Il dit, est-ce que vous contestez les chiffres de la Libre Pensée? Et c'était le responsable financier de la conférence des évêques de France. Hein. C'est pas Germaine au bar du comptoir. Hein. Donc il n'en conteste pas, il dit pas, oui c'est vrai, les chiffres sont vrais. Et quand on a chiffré à 8 milliards, c'est hors congrégation. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, du pognon dans les congrégations, il y en a. C'est hors les fondations religieuses. Donc ils ont, comment dirais-je, de l'argent pour, comment dirais-je, rembourser les victimes. Il faudrait, sur une indemnisation, enfin sur une indemnisation normale, comment dirais-je, à hauteur des tribunaux civils, pour les mêmes faits, il faudrait qu'ils donnent 2 à 3 milliards. Hein, pour que ça soit dans des trucs équivalents. Ils ont budgété 20 millions. Hein, mais ils savent ce que ça veut dire. L'épiscopat nord-américain, il est sur la paille. Parce que, comment dirais-je, ils ont été condamnés dans les tribunaux. Et on en revient à ce que disait, à la question que posait François. Pourquoi aux États-Unis, c'est parti des États-Unis, hein, l'affaire des crimes sexuels. Bon, pourquoi? Parce que la diplomatie du Vatican n'est pas la même que la diplomatie des États-Unis. Sur des points, ça se rejoint. Sur d'autres points, ça ne se rejoint pas. Pourquoi c'est parti des États-Unis? Parce que l'impérialisme américain a décidé de faire plier le Vatican en le tapant au portefeuille. Et ça va continuer. Parce que ce qui se passe en Chine, c'est quand même, si vous regardez l'histoire un peu, c'est quand même extraordinaire. Je m'excuse d'être un peu long, hein, mais comment dire, en Chine, il y a 2 églises. Il y a une église souterraine et une église officielle. L'église officielle, c'est comme dans ces pays-là, vous savez, c'est l'église à la russe, quoi, hein, comme du temps de Staline. Hein. Par exemple, la plus haute autorité orthodoxe du temps de Staline, c'était le métropolite du Kremlin, de l'église orthodoxe. Il était tellement pas maqué avec le KGB que là-bas, en Russie, on l'appelait le métropolite bureau. Bon, c'est authentique. Et donc en Chine, c'est pareil. Il y a une église officielle qui est mise sur pied par, j'ai juste prononcé le nom à Bigorre, mais enfin par le pouvoir chinois. Et il y a une église clandestine dans laquelle il y a des évêques qui sont ordonnés. Eh bien, le pape François vient de décider aujourd'hui de reconnaître officiellement l'église officielle chinoise. Ça, c'est un soutien au régime chinois. Donc, les Ricains, ils vont recommencer à taper sur le Vatican. Et vous allez avoir des affaires de ce type qui vont se multiplier. Parce que l'impérialisme américain, comme c'est un totalitarisme comme le Vatican, mais c'est pas le même, à la botte. Il faut que le Vatican soit à la botte des Ricains. Bon. Et comme ils veulent avoir quand même des marges de manœuvre, je terminerai là-dessus, c'est comme au Moyen-Orient. La politique du Vatican en Israël, en Palestine et au Moyen-Orient n'est pas
la politique des États-Unis. La politique des États-Unis, encore que ça risque de changer, c'est tout soutien à Israël. Mais comme il y a des communautés religieuses dans les pays arabes, importantes, des communautés religieuses chrétiennes, le Vatican, il ne peut pas sacrifier ses intérêts au compte de l'impérialisme américain dans un soutien à Israël sans condition. Hein. En plus, comment dirais-je, le Vatican, lui, et pour ses raisons à lui, il est pour l'internationalisation des lieux saints de Jérusalem, où il y a les trois cultes, les trois religions, enfin, il y a plusieurs cultes, mais les trois grandes religions, chrétiennes, musulmanes et juives. Et Israël ne veut pas de ça. Jérusalem, c'est les juifs, et les autres dehors. Donc c'est pas du tout la même politique. Donc tout ça ne peut qu'accélérer des crises, des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, dernière chose, ça a été posé sur comment peut-on agir au quotidien. Eh ben, il faut se battre effectivement sur tous les terrains pour ne rien lâcher, tout ça. Nous, on est sur notre terrain, nous, la libre pensée, on peut dire qu'on est assez satisfait d'avoir fait évoluer la jurisprudence laïque. Parce que si, pour les camarades qui connaissent, on a réellement, par tous les procès qu'on a fait, par toutes les actions qu'on a menées, sur les crèches, sur tous les baux amphithéotiques et tout ça, nous avons maintenant, comment dirais-je, fait créer une jurisprudence laïque. Hein, Ménard veut rien savoir à Béziers, mais Ménoir pliera, obligatoirement. Hein, on l'a fait condamner 6 fois. Et on continuera. Hein, et ça ira de plus en plus haut. Là, c'est encore en cours d'appel, ça ira au Conseil d'État, il pire. Et maintenant, quand on s'adresse au Conseil d'État sur la base de la jurisprudence qu'on a constituée, et ben c'est clair, sur les crèches, sur tous ces trucs-là, on gagne quasiment à tous les coups. Alors, il y a toujours des gens qui cherchent, Ménard, c'est particulièrement vicieux, mais il pliera. Donc, il y a quand même des éléments de droit qui restent des éléments de droit laïque, sur lesquels on a constitué. Hein. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Dans le passé, vous alliez au tribunal, vous ne gagniez pas. Maintenant, on gagne, parce qu'on a fait ça. Donc, et c'est valable, ça, pour la défense de toutes les classes, de toutes les écoles. Il faut revenir au principe unégal, dès qu'un parent veut scolariser son enfant dans l'école publique, et le maire doit obliger, comment dirais-je, d'ouvrir une école, et l'État doit nommer un instituteur, tout ça, il ne faut rien lâcher. Parce que si on lâche sur ces trucs quotidiens, c'est la porte ouverte à tout ça. Donc c'est un moyen, il ne faut pas arrêter. L'opinion, et je terminerai, l'opinion publique est largement majoritairement pour la défense de la laïcité. C'est pour ça que les autres font ce qu'ils font sur la laïcité. Parce que plus ils embrouillent, moins les gens comprennent. Mais quand les gens comprennent, ils comprennent. Hein, quand en 1994, cet abruti de Béraud a voulu changer, comment dirais-je, l'article 69 de la loi Fallou, il s'est payé 1 million dans la rue. Hein, et c'est un crétin, Béraud. Hein, le projet de Béraud qu'il a mis en œuvre sur l'article 69, il l'avait trouvé dans son tiroir, ça dépendait du ministre socialiste qui était avant lui. Hein, il était à la messe. Donc, mais quand les gens perçoivent, c'est ça le travail qu'on doit faire, c'est expliquer les choses pour que les gens comprennent. Mais quand les gens comprennent, les gens n'accepteront jamais qu'on remette en cause la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme. C'est pour ça que leur discours il est envers les petits et c'est le brouillard le plus complet. Donc notre boulot à nous, c'est d'expliquer. Chers amis, chers camarades et citoyens, avant de donner la parole à Éric Zimino, qui va faire un bref appel à la mobilisation adressé à tous, je voudrais demander aux représentants de Richard Martin et du Théâtre Tourski de bien vouloir transmettre nos remerciements pour l'aide qui nous a été apportée aujourd'hui, notamment François et Francis, si vous voulez bien vous charger de ça, et pour que ce ne soit pas un mensonge, que ce ne soit pas de 20 mots et tout, je vous demande d'applaudir la direction du Théâtre Tourski. Je vous remercie. Donc je donne la parole à Éric. Merci Henri. Bien écoutez, tout d'abord encore une fois à Christian de nous avoir rejoints. C'était
C'était important pour nous et puis on est très heureux toujours de le rencontrer, et d'autant plus quand il fait l'effort de venir à Marseille, c'est pas simple et on le remercie. Alors, le 3 août 2023, la Libre Pensée faisait paraître sur son site un appel afin que cessent les violences policières d'État contre les manifestants et les jeunes. Elle a recueilli des milliers de signatures. Comment ne pas réagir face à l'évidence quand partout nous faisons le constat de violences policières d'État qui se banalisent? Le 27 juin à Nanterre, Naël tué par un policier. À Marseille, la mort de Mohamed tué par un tir de LBD 40. L'éborgnement de son cousin, Abdelkarim. La mutilation de Virgile, Mehdi, Nathaniel, Eddy, Jalil et tant d'autres jeunes gens dans toute la France, tant d'autres drames dans les familles. Si de telles pratiques sont devenues possibles en 2023 dans notre pays, précisément celui des droits de l'homme, ne peut-on pas, ne doit-on pas nous interroger sur le fondement même de leurs sources? N'assistons-nous pas là à la conséquence des politiques néolibérales dont les premières victimes sont les habitants et notamment les jeunes des quartiers populaires? Désormais, les choses s'organisent. Elles prennent forme d'un appel commun que sans doute nous n'aurions pas rédigé parfois, en tout cas nous aurions pu le rédiger parfois différemment, mais que nous avons signé sans hésitation, car pour la libre pensée, pour nous ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est d'aller vers l'unité, et c'est ça pour l'essentiel qui est dit dans l'appel. Cet appel signé par de très nombreuses associations, partis et mouvements, organise une marche unitaire le 23 septembre, je la cite, je la déclare, telle qu'elle est écrite, une marche unitaire pour la fin du racisme systémique, des violences policières, pour la justice sociale et les libertés publiques. Les adhésions sont nombreuses, Christian l'a dit tout à l'heure, et recouvrent largement tout le territoire. La libre pensée a toujours œuvré pour la liberté de conscience, les libertés individuelles. Elle marchera aux côtés de nombreuses associations le 23 septembre. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités à y participer. Je terminerai très rapidement sur notre devise. Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive l'association.